Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission, le débat de la semaine consacrée cette semaine à l'an 1 du putsch manqué du 16 septembre 2015. Nous allons, avec nos invités présents sur ce plateau, revenir sur les contours de ce coup d'État, les implications et éventuellement les procédures judiciaires en cours. Je rappelle que 12 mois après cet événement, l'instruction du dossier n'est pas encore achevée. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire et avant lui le chef de l'État, Roch Christian Kabore, avait annoncé que le procès se tiendrait au dernier trimestre de l'année en cours. Le pari pourra-t-il être tenu? La question reste toujours posée. Alors, je vous disais tantôt, j'ai sur ce plateau 4 invités pour discuter, pour revenir sur ce coup d'État-là. Alors, je m'en vais vous les présenter. À ma droite, Monsieur Kofi Ametepe. Il est journaliste et il a été conseiller du président du Conseil national de la transition, Chérif Ossi. Bonsoir, Monsieur Ametepe. Bonsoir. Alors, tout juste à sa droite, il y a Pascal Zaïda, qui est le coordonnateur du CED, le cadre d'expression démocratique. Bonsoir, Monsieur Zaïda. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent. Et en face de M. Zaïda, Frédéric Zongrana, il est le président du mouvement Soyons Sérieux. Bonsoir M. Zongrana. Bonsoir, M. Drago. Merci encore. Et enfin, M. Adama Nikema, qui a été chargé de mission sous la au Conseil national de la transition, le CNT. Bonsoir M. Nikema. Bonsoir. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent. Alors, première question que je m'en vais éventuellement vous poser. Est-ce que avant le coup d'État, le 16 septembre, et le jour du Conseil des ministres, est-ce qu'il y avait des prémices qui pouvaient justifier que le RSP prenne en otage le Conseil des ministres et après, on sait ce qui s'en est suivi, le coup d'État? Monsieur Ametepe. Oui, on ne peut pas revenir sur cet événement très malheureux pour la marche démocratique de notre pays sans saluer la mémoire de ces dizaines de personnes qui sont tombées malheureusement encore ce jour-là par la folie de certains qui pensent que le pouvoir doit nécessairement se conquérir dans la violence. Et donc, je voudrais saluer la mémoire de ces nouveaux martyrs qui se sont ajoutés à ceux de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Il faut dire que le RSP a tellement semé la psychose durant toute la transition que chaque jour que Dieu faisait... Mais est-ce que le gouvernement de la transition en son temps n'était pas un peu laxiste? On a vu qu'il y a Non, des bon, de moi je parle de ce que je sais, du côté du CNT en tout cas, tous les jours que Dieu faisait, on s'attendait à ce que quelque chose se passe. Surtout quand on arrivait au mercredi, parce qu'ils avaient l'habitude, ils nous ont habitués en tout cas tous les mercredis de fomenter quelque chose. Donc on s'y attendait presque tous les jours. Et donc voilà, ce qui devait arriver est arrivé ce 16 septembre 2015. Donc les dispositions n'ont pas été prises au niveau de l'autorité en son temps. Les dispositions, on ne peut pas le dire, mais le RSP, c'est quoi? C'est eux qui devaient prendre la disposition. Ils étaient chargés de la sécurité des institutions. Et si ceux-mêmes qui sont chargés du temple cassent la porte, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde peut y entrer. Monsieur Zaïda, en son temps, le général Diendéré, qui a pris la tête de la junte en son temps, avait justifié un peu ce coup d'État par le fait qu'il voulait éviter, empêcher la déstabilisation du pays. Alors, d'abord, il y a eu la loi d'exclusion qui a fait des gauches chaudes, la loi dite shérif, qui a été expliquée pour justifier un peu ce coup d'État-là. Il faudrait d'abord dire que, pour notre part, nous avons, dès les premiers moments, attiré l'attention de la communauté nationale et internationale. Et je crois que quand nous avons rencontré Ibn Sambash, nous avons été clairs. Alors, le Burkina Faso avait atteint un niveau où, il faut le dire, les dérives étaient graves et même pires. Parce que nous n'allons jamais acheter. Oui, je parle d'abord. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est l'exclusion. Comment, dans un État donné, une partie, soi-disant des vainqueurs, décide de brimer des gens parce que s'ils sont là, on ne peut pas atteindre nos objectifs? Ça, c'était un des premiers éléments. Et toute analyse politique savait pertinemment que le Burkina Faso partait droit au mur. Le coup d'État du 15 septembre peut être justifié à plusieurs niveaux. Le 16 septembre, je crois que c'est le mercredi 16 septembre. 16 septembre. Ça peut être justifié à plusieurs niveaux. D'un point de vue politique, vous avez des arguments politiques qui justifient le coup d'État.
D'un point de vue économique, tout le monde savait que les transitaires étaient en train de foutre la merde dans la maison. Et d'un point de vue militaire, vous avez même le président de la République qui a osé signer le nouveau code militaire sans en aucun cas. Donc ce coup d'État était en quelque sorte justifié ou quoi? Politiquement justifié, économiquement justifié, militairement justifié. Et ça a été mal compris. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le coup d'État de Jules Guinguéré, il y a des gens qui sont en prison, il y a d'autres qui sont dehors. Vous avez également des accords pour que le RSP puisse laisser tomber ce qu'il avait entrepris. Mais c'était devant qui? Devant des témoins signés. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on se comprenne. L'affaire du coup d'État de Jules Guinguéré, c'est du passé, c'est vrai. Comme lui l'a si bien dit, il y a eu des pertes en vie humaine que personne n'a voulu à un moment donné voir. Mais la transition était sur une panne raide. Et des gens ont encouragé. Il y avait des signaux, selon vous. Des gens ont encouragé la transition pour qu'on exclue, on bafouille. Des gens ont encouragé pour qu'on pille l'économie de ce pays. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Gilbert parce que le coup d'État était bel et bien justifié. Monsieur Zungurana, vous pensez que c'était justifié également? Alors, il faut dire que la genèse de ce coup d'État, comme l'avait souligné, il y avait forcément des prémices. Les prémices, c'était la énième irruption du RSP au niveau de l'exécutif. Pourquoi cette irruption? Pourquoi ces irruptions? Il faut dire que c'est un secret de polichinelle que de dire que l'homme fort, après l'insurrection de 30 et 31, octobre 2014, c'était le colonel Zida. Et c'est ce dernier-là qui posait véritablement un problème en son temps. Et nous pensions qu'en son temps, le mouvement s'est prononcé pour demander purement et simplement que Zida soit déchargé de ses fonctions de Premier ministre et qu'il aille maintenant, avec ses frères d'armes, laver leur linge sale. Mais malheureusement, il y a eu vraiment des tentatives de discréditer l'un ou l'autre camp. Nous avons souvenance que lorsque le Premier ministre devait revenir de son voyage à Taïwan, on nous a servi une histoire d'un complot contre lui. Et jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y avait complot contre le Premier ministre ou bien c'est le Premier ministre en son temps qui complotait contre le RSP. Quand cela ne tienne, malheureusement, on est arrivé à ce putsch. Alors, dire que le putsch est justifié, c'est trop dire. Parce que les éléments qui ont été avancés par le putschiste en son temps ne pouvaient pas être des éléments qui puissent vraiment les légitimer dans leur acte. Parce que c'était des mobiles purement politiques et qui servaient la cause de l'ancien régime au pouvoir, notamment le parti CDP. Et nous pensons que ces mobiles qui ont été mis en avant ne pouvaient pas vraiment justifier un tel pouce. Parce que nous pensons que... Justement, M. Nikimba, à propos des mobiles qui ont été énoncés par le CND en son temps, le Conseil national pour la démocratie, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le Progrès, les partis du protocole d'accord politique, on y est toute implication, même si M. Frédéric Zongana disait tantôt que ça les arrangeait en quelque sorte. Et évidemment, si on va regarder le déroulement du putsch, jusqu'à ce que le colonel Julien Diendéré s'en approprie la paternité, nous sommes en droit de croire que c'est simplement parce qu'on a exclu sa femme du processus électoral qu'il a pris les armes contre le peuple burkinabé. Qui, rappelons-le, fait partie des cadres du CDP. Elle fait partie des cadres du CDP et on avait affaire à un peuple insurgé qui ne pouvait pas accepter que ceux qu'on a chassés sous l'insurrection, les 30 et 31, se représentent sans faire un mea culpa de leur gestion de ce pays. C'est pour cela que ce coup d'État, quand il a été annoncé par l'opinion et les médias, que c'est le colonel Gilbert Diendéré qui était le parrain de ce coup d'État, on l'a rejeté. Le lendemain, monsieur Ametepe, il y a eu en quelque sorte des atermoiements. On ne sait pas qui avait justement soulevé le coup d'État. Il fallait attendre le lendemain pour que Gilbert Diendéré se prononce et s'attribue la paternité. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça a été préparé ou est-ce que c'était sur un coup de tête, comme les autres émissions du RSP au Conseil des ministres? Non, pour moi, en tant qu'observateur
positionné au niveau du CNT, bien évidemment, il n'y avait pas d'atermoiement. En fait, le général Djendjere, qui était très habitué à la manipulation de l'opinion et la manipulation également de ses propres faits d'armes, donc a entrepris donc un jeu qui a duré jusque tard dans la nuit. Sinon, si vous voulez, dès 14 heures, au CNT, on était déjà très sûr qu'il s'agissait bel et bien d'un coup d'État, puisqu'il a fallu communiquer, notamment le directeur de cabinet du président Serifsi a communiqué avec le Conseil des ministres, notamment le directeur de cabinet du président de la transition. Et là, donc nous avons eu l'information selon laquelle le président, le Premier ministre, deux ministres, notamment Loada et Bagoro, étaient pris en otage et que, bon, d'après ce qui se disait, il s'agissait bel et bien d'un coup d'État. Mais comprenez qu'à cette heure-là, on ne pouvait pas non plus faire de déclaration pour ne pas mettre la vie de toutes ces personnes-là en danger. Donc il a fallu attendre que, très officiellement, eux-mêmes passent très tard dans la nuit pour confirmer. Et donc c'est à partir de là, je pense que le mouvement de résistance a été enclenché. Alors, est-ce que ce coup d'État-là avait des chances de prospérer? Bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui travaille au niveau des armes, mais je pense que l'opinion elle-même n'était pas du tout préparée. Et je pense que si on veut bien se référer aux choses telles qu'elles se sont passées, sans passion ni parti pris, c'est le président Alpha Condé de la Guinée qui a rendu justice à tout le monde en disant que c'était le coup d'État le plus bête du monde. Et nous-mêmes, sans être pour le RSP et le général Djendjere, on était très déçus de la façon dont il s'est pris. C'était très bête. Et je pense que là, on ne s'en prend pas à lui, on ne fait que répéter ce que le président de la Guinée avait dit en son temps. Monsieur Zaïda, vous êtes du même avis que le président de la Guinée en son temps qui avait qualifié ce coup d'État du plus bête? Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans un autre pays. Ce qui est très important pour moi, ce qui est très important pour moi, c'est mon pays, le Burkina Faso d'abord. Alors, il faut dire que cette notion de coup d'État, c'est comme nous l'avons si bien dit. Nous avons rencontré les chefs d'État de la sous-région qui étaient présents à Ouagadougou dans le cadre de la négociation. Vous avez Macky Sall qui nous a dit, en tant qu'organisation de la société civile, ce que les représentants de six shérifs ont fait comme proposition, ce que la communauté catholique a fait comme proposition, ce que Monseigneur qui pilotait la Commission nationale de conciliation. Donc, c'est pour vous dire que, vous savez, l'erreur de ce pays, c'est qu'à un moment donné, on prend le faux pour en faire une réalité. Le mal de ce pays, depuis le 30 octobre à aujourd'hui, c'est qu'aucun des acteurs politiques n'a été à mesure de dire la vérité au peuple burkinabé. Le coup d'État, je le dis et je le répète, était justifié parce qu'il y avait des mobiles. Jusqu'à ce que le RSP dépose les armes, il y a eu des accords qui ont été signés devant des gens. Est-ce que vous avez appliqué ces accords? Non. Qui est responsable? Je pense qu'aujourd'hui, on fait un mauvais procès. Je vous prends un autre exemple. Alors, j'aurais appris que dans Jeune Afrique, Gilbert Diengere a parlé de l'affaire de Sankara. Oui, qui a été révélé dernièrement. Le contraire est parti à Gérard. C'est pour dire que quoi? Aucune intention politique ne peut être une réalité dans un état de droit. C'est votre intention, oui, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, tout le monde savait pertinemment que la transition et les transitaires partaient droit au mur. Nous l'avons si bien dit. On est interpellés, nous étions devenus des ennemis. Aujourd'hui, le pouvoir Kaboré dit la transition nous a créé des problèmes, il n'y a pas l'argent. Mais vous étiez où à son temps? C'est pour vous dire que le coup d'État était venu pour corriger ce qu'on déplore aujourd'hui. Et c'est ça la vérité. Vous étiez chargé de mission en sortant sous la transition, de même que M. ABTP. Attends, et le code électoral, c'était l'un des mobiles qui a été évoqué justement par le CND pour justifier ce coup d'État-là. Est-ce que la transition était justement dans son rôle d'écarter une certaine classe politique par rapport à, de faciliter, de privilégier une certaine classe politique par rapport à d'autres? Je viens de le dire tout de suite, on venait d'une insurrection. Et un gouvernement issu d'une insurrection
était en train de prendre des décisions populaires qui allaient dans le sens du peuple. Monsieur Zaïda vient de répondre à votre question, il a ignoré carrément votre question. Il a divagué en disant, parlant de Jeune Afrique, sur le coup d'État. Bon, je ne reviendrai pas sur cela. Mais je pense que ce coup d'État n'avait aucune chance de prospérer, comme je le dis, face à un peuple insurgé qui avait son gouvernement en place. On était à 3 jours de l'ouverture de la campagne. Donc je ne pense pas qu'en l'État, il y avait quelque chose qui aurait permis de faire un coup d'État. J'ai envie de poser une autre question. Est-ce que la personne de Gilbert Diendéré n'a pas joué en défaveur du coup d'État, en défaveur de la jeune militante? Je ne pense pas, parce que je crois que ce soit Gilbert Diendéré, que ce soit une autre personne, ce coup d'État ne pouvait pas prospérer. Comme je viens de le dire, c'est un gouvernement populaire, issu d'une insurrection. Si c'était peut-être des politiciens qui étaient aux commandes, bon, je ne sais pas trop, ça pouvait peut-être prospérer ou pas. Mais ce qui est sûr, ce coup d'État, pendant la transition, n'avait aucune chance de prospérer parce que le peuple veillait au grain. Okay. Alors, Monsieur Zongrana, il y a justement, après ce coup d'État, il y a eu la réaction de la population justement pour condamner, en plus de celle de la communauté internationale de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a condamné justement ce coup d'État-là. Vous, en tant que membre de l'organisation de la société civile, comment vous avez appréhendé justement ce coup d'État et justement les tractations qui s'en sont suivies juste après? Alors, il faut dire qu'il y a une question que vous avez posée à M. Nikema qui n'a pas été répondue, mais qui ressort dans les mobiles des putschistes. Voilà, la loi d'exclusion. Alors, il faut dire que c'est regrettable en son temps que voilà, une institution qui devait vraiment légiférer, asseoir les bases, les fondements d'un renouveau démocratique de notre pays, qui venait de loin, voilà, s'érige en juge pour exclure X ou Y par rapport à une compétition électorale donnée. Donc, c'est ce qui est regrettable. Mais nous pensons que ce mobile ne peut pas être brandi par les putschistes afin de pouvoir vraiment justifier et légitimer leur acte. Pour ce qui concerne notre appréhension par rapport à ce push-là, nous pensons que ce push ne pouvait vraiment pas prospérer. Parce que le Burkina venait de loin et à peine une année après les douloureux événements des 30 et 31, nous nous retrouvons avec encore une remise à plat dans ces efforts de remise sur rail de notre démocratie. Deuxièmement, c'est la question même de l'autre mobile en rapport avec la déstabilisation du pays qui a été mise en avant et notamment qui fait un lien automatiquement avec l'ancien régime, voilà, qui avait vraiment du mal à revenir sur l'échiquier politique, mais qui, nous voyons en son temps, était en train de revenir progressivement et sûrement. Et nous pensons que tout cela mis ensemble ne peut pas permettre à ce que ce push-là prospère. Deuxièmement, c'est la réaction de la communauté internationale. Nous voyons que la transition a été vraiment soutenue par l'ensemble de la communauté internationale et c'était vraiment une transition qui était vraiment suivie comme du lait sur du feu. Si bien que quiconque tenterait à remettre en cause cette transition se verrait sur le dos toute cette communauté internationale-là que nous voyons qui, de par son implication au niveau de certaines crises dans notre Afrique-là, pèse beaucoup par rapport à l'issue. Donc nous pensons que ce push-là, comme l'a dit voilà, le président Condé en son temps, c'est un push vraiment plus ou moins idiot parce que nous ne voyons pas, de notre avis, à moins qu'on se trompe, un push qu'on fait pour remettre peut-être à plat ou pour une situation d'équité en termes de compétition électorale. Quand on fait un push, c'est pour prendre le pouvoir et le gérer. Ok, monsieur Nikema, vous voulez réagir dessus? Oui, je veux réagir par rapport à ce qui disait que je n'ai pas répondu à la question du code électoral. Et je pense qu'il n'y a pas loi d'exclusion comme vous le nommez, parce que ce code s'inspire des lois interafricaines de la CEDEAO, si je ne me trompe. C'est ce code de la CEDEAO que nous avons pris et que nous avons plaqué. Si ce code n'était pas attendu de tous, je pense que, comme il a dit M. Zongrana, la communauté internationale n'allait pas soutenir cette transition. Je ne vois pas pourquoi. Je rappelle qu'il y a eu des manifestations le jour de l'adoption de cette loi-là. Oui, il y va de soi, puisqu'on avait des gens qui n'étaient pas prêts
à ce qu'on les arrache leur cuillère dorée de leur bouche. Il y a des gens qui étaient habitués à des facilités, qui ne gagnaient plus ces facilités, qui sont sortis pour manifester. À l'ancien régime de participer au processus électoral, la présidentielle, je veux dire, la présidentielle qui allait juste se passer après la transition. On n'a pas interdit à quelqu'un de se présenter. Le CDP en tant que tel pouvait se présenter, mais il pouvait... Voilà, il y a des individus qui n'avaient pas encore... Alors, sur la question d'exclusion, excusez-moi du terme, c'est la première fois que nous voyons ça dans l'histoire de notre pays. Ils ont exclu des gens pour transmettre un pouvoir. Ils ont exclu des gens sur la base du faux. Personne au Burkina Faso et personne sur cette terre ne peut nous convaincre que cet élément d'exclusion a une valeur réelle. C'était la peur de perdre les élections qu'on exclut des gens pour transmettre le pouvoir au MPP. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Maintenant, une responsabilité s'assume. Ça s'assume. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Mais qui est responsable? C'est ceux qui ont transmis le pouvoir qui sont responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je ne tourne pas sur la question. On a exclu des gens pour donner le pouvoir à quelqu'un. On va rester dans l'esprit du coup d'État et puis... je pense qu'il faut restituer les choses. Ouais. Ce qu'on a appelé, on a tout le temps appelé la loi Chérif, en réalité, La loi Chérif, ce n'était pas une proposition de loi émanant du CNT. C'était bel et bien un projet de loi venant du gouvernement qui a été amendé par le CNT. Donc par ces nouveaux députés qui estimaient qu'il faut une rupture. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire que tous les Burkinabés ne veulent pas de rupture dans ce pays. Quel que soit le régime qui sera là, tant qu'on ne fera pas de rupture. Mais on ne peut pas faire de rupture sans se séparer d'une manière de voir avec des gens qui avaient une manière de voir les choses. Et donc, le pouvoir est d'abord un rapport de force. Soit on ne comprend pas ce que ça veut dire la politique, et là on pense qu'il faut mettre tout le monde tout le temps et partout. La politique, c'est un rapport de force. Au moment où le rapport de force est en votre défaveur, vous devez l'accepter. C'est ça, être patriote, être démocrate. Alors, et donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, qui placent exprès des gens dans la perspective que tôt ou tard, ils finiront par sortir des armes, et je pense que Dieu a rendu justice. Et vous avez vu tout le long du coup d'État comment même Dieu n'était pas d'accord et tout le temps il pleuvait. Donc ça veut dire que le rapport de force n'était pas en leur faveur. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Après que l'exécutif ait été embastillé, il y a le président du CNT qui s'est proclamé président. Alors moi la question que je vais vous poser, est-ce que Chérif était dans l'ordre légal de se proclamer président? Ce n'est pas une question d'ordre légal. À partir du moment où les institutions, vous savez, on est dans la démocratie, il y a 3 pôles du pouvoir, et donc, à partir du moment où l'exécutif ne peut plus exercer le pouvoir, donc en ces moments, automatiquement, le pouvoir revient à celui qui peut l'exercer. Il n'a pas dit qu'il est devenu le président du Faso. Il assume les fonctions jusqu'à ce que le président Kafando soit dans la capacité de reprendre le flambeau. La transition était régie par la charte de la transition. Oui, et dans la charte, c'est bel et bien précisé. Ok. La charte complétait la Constitution. La Constitution. Monsieur Zaïda, vous avez une autre réaction par rapport à ça? D'abord, j'ai plusieurs réactions. Pour réagir rapidement par rapport à cette rupture dont tu parles. Vous pensez que cette rupture doit être occasionnée par l'arrivée au pouvoir de ceux qui ont fait le pouvoir de Blaise Compaoré dans les 27 ans? Non, c'est pour le répondre avant de venir. Oui, mais il y a eu des élections ou non? Vous contestez mais les élections dernières? Nous n'avons jamais contesté les élections. Bon, en ce moment, mais nous avons tout simplement dit il y avait un mécanisme qui était mis en place pour transmettre le pouvoir à quelqu'un. Mais quand on vient nous parler aujourd'hui de rupture avec quel système? Ce sont les mêmes qui sont là depuis longtemps. Je crois savoir que la transition est venue juste après l'insurrection. Alors l'insurrection qui a été menée par l'opposition politique en son temps qui était composée du MPP, du CNE, et même de la majorité, l'ex-majorité. Voilà. Donc, on ne peut pas dire l'insurrection populaire. Alors est-ce que vous pensez que la transition qui est venue, qui a émané de l'insurrection populaire était là pour travailler pour un seul parti politique? La transition a travaillé pour remettre le pouvoir à quelqu'un. Bon, ça c'est clair et net, ça c'est clair et c'est connu de tous. Il y a eu des joutes électorales. L'exclusion est là, vous ne voulez pas qu'on en parle, mais c'est ça une réalité. Ça c'est une réalité. Vous avez exclu des gens pendant 27 ans. Acceptez au moins que des lois émanant de... Ce sont les mêmes que vous avez donné le pouvoir. C'est ceux que vous avez donné le pouvoir qui excluent les gens. Puis remettre en ordre ce que vous avez fait comme dégâts depuis 27 ans. C'est ceux que vous avez donné le pouvoir
Ceux qui étaient là pendant les 27 ans. Ceux qui étaient là. C'est Salif Roch et Simon, ceux qui étaient là pendant les 27 ans. Mais nous ne sommes pas allés voter Salif Roch et Simon. On a mis en place une procédure électorale. Vous avez mal manœuvré. Vous avez mal conseillé les transitaires. Vous avez mal conseillé si Chérif, Kafano et Zida. Vous les avez mal conseillés. Sinon, on ne devrait même pas arriver à là aujourd'hui. Monsieur Zeda, on va rester dans Mais c'est l'esprit ça. En de plus, la c'est thématique. une suite logique d'une situation que nous vivons aujourd'hui. Oui. Et moi, parfois, je dis aux gens, je n'ai plus besoin de parler. Mais ça me fait mal que des gens, des intellectuels. Donc, taisez-vous donc, si vous voulez rester. Quelle situation aujourd'hui? Vous êtes fiers. Vous vivez quelle situation Vous êtes aujourd'hui? fiers de la situation politique et économique de ce pays? Allez où nous Quelle sommes? situation aujourd'hui? Monsieur Zeda, Vous ne travaillez plus? Monsieur Zeda. On vous a interdit aujourd'hui de J'ai dit, travailler? vous êtes fiers de la situation politico-économique de ce pays actuellement? Vous êtes fiers? S'il vous Ou vous plaît. parcourez tout le pays, tout le monde pour dire qu'il n'y a pas l'argent? Monsieur Zeda, on va évoluer dans le débat, s'il vous plaît. On va pas Vous êtes rester. fiers de ça? Monsieur Nikema, alors justement, on va rester avec la réaction du peuple. Justement, est-ce que si la population n'était pas sortie, est-ce qu'on allait pouvoir mettre fin à ce coup d'État-là? C'est comme nous avons dit tantôt, il y a eu une réaction au niveau de la communauté internationale qui a vraiment soutenu également la réaction au plan national. Parce que comme nous avons dit, la population venait de sortir d'une crise, notamment les événements des 30 et 31, à peine une année. Elle était en train de placer sa confiance à la transition qui devrait quand même poser les bases d'un renouveau démocratique afin que la quiétude et la stabilité et la prospérité économique qu'on connaissait dans le temps là, puissent vraiment être démises. Mais malheureusement, nous avons vu que ce push-là a été mal accueilli au niveau des populations, si bien que les jeunes qui ont été aux avant pendant l'insurrection se sont mobilisés à nouveau pour, à travers des manifestations, contrer ce push-là. Bon, on dit tantôt coup d'État, tantôt push, mais nous pensons que c'est un push manqué qui n'a pas abouti à peine une semaine, parce que nous savons que c'est le 17 que ça a été officialisé, et le 23, on était déjà à la fin de ce processus-là. Et nous voyons qu'il y a eu des morts, il y a eu également des blessés. 15 morts selon le comité. D'énormes blessés. Et il y a eu des personnes qui ont été entendues, près de 50 témoins, près d'une vingtaine également de personnes inculpées. Et nous voyons que jusqu'à présent, les lignes ne bougent pas et nous savons vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que vous pensez justement qu'un coup d'État peut encore prospérer dans ce pays-là? Parce que le Burkina, je ne dirais pas qu'il a habitué des coups d'État, mais on a connu quand même des coups d'État dans ce pays, l'état d'exception. Je pense que ce soit au Burkina, que ce soit ailleurs en Afrique ou dans le monde, et nous avons vu le cas tout de suite de la Turquie, l'ère des coups d'État est révolue. Parce que celui qui veut prendre le pouvoir n'a qu'à s'organiser pour aller aux urnes et le gagner démocratiquement. Actuellement, un coup d'État dans ce monde, je ne pense pas qu'elle puisse profiter. Monsieur Amétépé, je le disais tantôt, 12 mois après le coup d'État, l'instruction du dossier n'est pas encore achevée. Alors, le président du Faso, quand il a pris le pouvoir, il a dit en sortant que le procès allait se tenir justement avant le dernier trimestre de l'année en cours. Jusque-là, on est toujours au stade des auditions. Est-ce que vous pensez que le procès pourra se tenir à bonne date? Non, d'abord, il faut reconnaître que c'est un sujet assez complexe. L'instruction de ce dossier intervient dans un contexte où le Burkina fait face à plusieurs défis. Il y a le défi économique, la relance de l'économie nationale. Il y a aussi le défi de la réconciliation, que moi je considère qu'en démocratie, la réconciliation, c'est un faux problème. On ne peut pas se réconcilier avec des gens qui ne veulent pas respecter la loi. On ne veut pas se réconcilier avec des gens qui ne respectent pas l'opinion des autres. On ne peut pas se réconcilier facilement avec des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire l'alternance et qui pensent que quand ils sont au pouvoir, on ne doit même pas rêver un jour qu'ils changent de place. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez bien évidemment qu'on utilise le coup d'État pour faire du chantage au pouvoir actuel. Et le pouvoir actuel aussi utilise ça pour, on libère certains, on maintient d'autres. Donc, le contexte est assez complexe. Et je pense que ça a été une imprudence de la part du président Kaboré de donner des dates. On ne peut pas donner une date parce qu'un dossier, ça évolue. Et la justice n'est pas au même rythme que la politique. Et donc, je pense qu'on devrait peut-être chacun, de son côté, trouver les énergies nécessaires
pour aider ce pays à sortir. Parce que si nous disons que c'est le pays auquel nous tenons tous, on devrait plutôt positiver et non se dire, bon, il faut que ça se garde pour qu'on revienne à l'ancien système. Alors, M. Zaïda, je crois savoir que, justement, après le rétablissement des institutions en son temps, en 2015, vous êtes fondu d'un communiqué dans lequel vous appelez à la réconciliation entre fils et filles de ce pays. Alors, justement, à propos des réconciliations nationales, demandez à ce que certaines personnes soient libérées ou de pas faire, de savoir faire la part des choses. Je pense que nous respectons notre position. Nous avons tout simplement dit qu'au Burkina Faso, tout le monde doit être au même niveau. Vous savez, la classe politique est divisée. Elle ne se parle pas. Vous avez la société civile de façon globale et même la population, pour des prises de position politiques, les gens ne se parlent pas. Nous voulons d'abord qu'il y ait la vérité sur tout ce qui se passe. Quand vous prenez l'insurrection, vous prenez le coup d'État, il faut qu'il y ait la vérité. Mais il faut que les Burkinabés se parlent. Et pourquoi nous le disons? L'ex-majorité, le pouvoir, l'ancienne opposition et même l'actuelle opposition, avant tout, c'est des Burkinabés. Il faut que ces gens-là s'asseyent pour parler afin de tracer une feuille de route. Vous avez la jeunesse qui, peut-être, par méconnaissance de certaines choses, l'homme politique ou par les prises de position des uns et des autres, ont amené les jeunes à s'entre-déchirer. Asseyons-nous et parlons. Tout le monde est à la fois responsable et fautif dans ce pays. Et à part de là, on peut trouver les vrais mots afin qu'on puisse relancer l'économie et la vie normale de ce pays. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mais par contre, quand mon voisin dit qu'il n'est pas d'accord pour la réconciliation, vous pensez qu'on va continuer à s'entre-déchirer dans ce pays? Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que réconciliation rime avec, je ne sais pas, il y a eu un crime, un coup d'État, il y a eu bien entendu des personnes qui ont été auditionnées, il y a eu des inculpations, et puis il y a des charges qui sont encore en train d'être signifiées à des personnes. Est-ce qu'il faut laisser ces gens-là pour aller à la réconciliation sans pour autant passer à un procès? Non, parlons simplement. Moi, je ne prétends pas me réconcilier avec vous. Oui, la façon dont vous parlez, la façon dont vous haussez le ton, moi, ça ne m'intéresse pas de me réconcilier avec vous. Non, je n'ai jamais dit que je suis contre. Je vous dis, quand vous prenez le coup d'État, je dis bien, il y a eu des accords, tant devant la communauté internationale que devant les notabilités. Qui a respecté ces accords? Qui n'a pas respecté ces accords? Deuxièmement, je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'armée, mais il y a l'ordre qui est donné. Il y a le commandement qui est respecté. Comment peut-on libérer le commandant en chef du RSP et laisser les subalternes dedans? Il y a un problème. Deuxièmement, vous prenez par exemple le cas de Bassolé, c'est un dossier vite. Vous prenez le cas de Herman Yamouyoro, je finis. Vous prenez le cas de Herman Yamouyoro. Le juge vide le dossier. Le commissaire du gouvernement met le pied dessus. C'est de la politique, ça. C'est de la politique. Au niveau des implications, on a justement les écoutes téléphoniques qui avaient fait les choux gras de la presse et qui a été réglé de façon diplomatique. Monsieur Nikema, très rapidement, les implications, on va pas s'éterniser dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que dans la suite logique des différents intervenants, c'est la question de la réconciliation. Malheureusement, sous la transition, il y a eu vraiment une politique de sectarisation, de division de la population de façon générale. C'est ce que, malheureusement, ce que nous constatons également, le pouvoir en place est en train de continuer. Mais nous pensons que, avec l'erreur qui a été commise, nous le répétons, la loi électorale n'a pas vraiment servi beaucoup à la classe politique et à la démocratie au niveau de notre pays. Parce que sous d'autres cieux, il y a eu près de 3000 morts, mais on n'a pas indexé X ou Y dans un parti politique donné pour ne pas participer aux compétitions électorales. Je parle de notre voisin, la Côte d'Ivoire. Mais nous ne pensons pas que s'il faut toujours maintenir cette division-là, nous sommes désolés, ce serait difficile pour une réconciliation au niveau de notre pays. Alors, parlant de votre question en rapport avec les différentes implications, c'est vrai, on est là avec deux généraux qui sont écroués,
une année après, finalement, on ne sait pas qui est responsable par rapport à quoi. Il y a également le dossier de l'insurrection, parce que c'est une suite logique. Voilà. Et tous ceux qui ont été écroués pour l'insurrection et pour le putsch, c'est toujours silence radio. On ne connaît pas la responsabilité. Les responsabilités ne sont pas situées. Et on a toujours deux camps. Voilà, le camp qui est indexé pour avoir été responsable par rapport à l'insurrection, c'est ce même camp qui est désigné également comme responsable du putsch et de ses conséquences. Malheureusement, la justice traîne. On espère que voilà, le délai qui a été donné par le président Kaboré, même s'il est de l'exécutif, il n'est pas dans le secret du pouvoir judiciaire. Nous espérons que tôt ou tard, on va connaître la vérité et que les populations puissent savoir qui a fait quoi par rapport à l'insurrection et par rapport au putsch. Une lueur d'espoir? Je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Et si nous regardons, comme l'a dit M. Zoungrana, c'est les mêmes qui sont accusés dans l'insurrection qui ont fomenté le coup. Et il va de soi que ce soit les mêmes qui soient écroués pour les mêmes causes. Il y aura toujours les mêmes effets. Mais nous avons foi à notre justice. Et le peuple burkinabé est un peuple patient et tolérant. Nous attendons de voir ce que la justice fera de ces deux cas. Et nous avons foi que la justice, le droit sera dit en temps opportun. Des parents des victimes qui attendent que le droit soit dit, justement. Alors, on va faire un tour de table pour demander quelles leçons peut-on tirer de ce coup d'État-là pour la gouvernance actuelle et pour les générations à venir. Bon, et la principale leçon, pour moi, c'est d'abord le courage du peuple burkinabé qui sait véritablement savoir préserver ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'était la stabilité des institutions pendant la transition. Puis l'essentiel aussi, c'est de dire, c'est le seul pays que nous avons, ce pays nous est très cher, on ne peut pas le laisser dépiécer comme on a vu ailleurs. Et je pense que sur ce sujet-là, tout le monde est d'accord. Ensuite, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, on a juste une année ou deux, ça nous paraît très difficile, mais pour qu'un pays revienne sur les rails, ça prend beaucoup de temps. Parce que le rythme d'un pays, ce n'est pas le rythme d'un individu ou d'une simple association. Et puis pour ce faire, il faut que les gens laissent de côté un peu plus leur passion et qu'on se dise, on peut tout faire. On a été aux affaires, il faut revenir faire autre chose. Moi, j'étais au CNT, aujourd'hui, je suis retourné à mes étudiants. Je donne mes cours avec beaucoup de fierté. Et je leur rappelle ce que j'ai été. Et j'espère que demain, je serai autre chose, peut-être mieux que ce que j'ai été aujourd'hui. Donc, il faut que les gens croient que la politique n'est pas tout et qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce pays, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos secteurs, pour faire avancer le pays, pour faire avancer l'économie, la démocratie et tout le reste. Monsieur Zaida. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, le Burkina Faso a besoin de décoller, au plan politique comme au plan économique. Asseyons-nous et parlons. Tout le monde sait que ça ne va pas. La classe politique doit s'asseoir et parler. La société civile, pareil. Et l'ensemble des acteurs, il faut qu'on s'asseye et qu'on parle pour relancer ce pays sur tous les plans. Sinon, c'est compliqué. Mais nous prenons quand même pour qu'il y ait une réconciliation politique et sociale. Alors, quelles leçons tirer de ce coup d'État? C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on s'asseye pour parler. Vous pensez Parce qu'il y que... a une réconciliation Mais il faut d'abord la manifestation de la vérité. Nous voulons qu'on juge le général Guinguéré. Nous voulons qu'on juge le général Guinguéré pour qu'il situe la responsabilité des uns et des autres et lui sa responsabilité par rapport à cette affaire de coup d'État. Vous avez également des gens qui sont dehors. Vous avez aussi des innocents qu'on a croupis. Je ne parle pas de la liberté provisoire. Je parle du coup d'État en tant que tel, en tant qu'élément déclencheur de tout. Il y a certains qui sont toujours dans la rue. Des gens qui devaient rejoindre la prison. Quand vous prenez les chefs de corps, pourquoi il y a eu des convocations qu'on avait adressées à Zagré et au chef d'état-major de la gendarmerie? Mais ces gens ont donné leur accord de principe pour le coup d'État, mais aujourd'hui ils sont dehors. Vous avez pris des innocents, allez enfermer pour rien. Mais juge Gilbert, on va voir. Vous pensez que le silence de l'armée en son temps est... Écoutez, cette armée, nous avons bien tracé la question par rapport, dès le début, sur le corps militaire. Nous avons bien dit que c'est une dérive grave. Personne n'a osé broncher, malgré que nous ne sommes pas militaires. On a dit, ça, c'est pas bon. Ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Et ça ne va toujours pas. Vous voulez qu'on dise quoi? Asseyons-nous et parlons. On va trouver la solution à tous ces problèmes-là. Une leçon à tirer de ce coup d'État-là. La leçon à tirer, c'est que le putsch est venu exacerber
cette haine-là envers une classe politique donnée, notamment l'ancien régime au pouvoir. Parce que cet ancien régime est toujours visé, indexé comme étant, ayant été peut-être avec... Il y a un cadre, je crois en son temps, de ce parti-là qui avait... Léon Sconet. Oui, et puis bon, on n'a pas à cacher les choses. En son temps, Léon Sconet s'était exprimé par rapport au pour son propre compte. Voilà, qui lui a valu d'être également peut-être... voilà. Il est en liberté provisoire. C'est ça. Et nous voyons que c'est cette classe politique, avec ses dirigeants, ses leaders, qui est toujours indexé comme étant le responsable des malheurs du Burkina Faso entre griffes. Alors, donc cette tension a été exacerbée. Nous pensons que, ajouté à ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre 2014, nous pensons qu'il est nécessaire que nous connaissions la vérité sur ces deux situations qui incriminent cet ancien régime-là. Tant qu'il n'y aurait pas une vérité et la justice, il serait difficile d'aller vers une réconciliation nationale. Alors, à ce propos, M. Nikemba, il y a, comme M. Zaïda le disait, il y a, je crois, des personnes présumées complices, justement, de l'incendie du président de l'Assemblée nationale actuelle, qui sont encore croupis, qui sont en prison et qui n'ont pas encore été auditionnés dans le cadre de cette affaire-là. Bon, c'est vrai qu'on a eu dit qu'il y a des gens qui sont actuellement en prison par rapport à des actes qu'ils ont soi-disant posés, c'est-à-dire aller incendier le domicile de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il est vrai que en son temps, on a dit que c'est des militaires qui se sont mis au devant des choses, accompagnés par des civils pour aller incendier chez le président de l'Assemblée nationale actuelle. Nous avons déploré cela parce que nous pensons que si l'armée, qui est garant de notre sécurité, et avec les moyens que nous, peuple burkinabé, nous mettons à leur disposition, ils prennent ça pour violenter et saccager des domiciles privés. Est-ce qu'on parle d'un procès équitable dans ce dossier-là? Nous avons foi qu'il y aura un procès équitable. Et nous pensons que ce coup d'État ignoble, on aurait pu faire l'économie des vies humaines que nous avons perdues. C'est 15 camarades qui sont tombés au combat et c'est 114 personnes qui sont blessées aujourd'hui. Nous pensons que plus jamais cela ne doit se passer dans notre pays. Et nous appelons les uns et les autres de laisser de côté les intérêts égoïstes, personnels, pour voir l'intérêt général de ce pays, pour nous éviter cela. Merci, M. Nikemba. C'est la dernière réaction. Je suis désolé, nous sommes pris par le temps. Je rappelle qu'étaient sur ce plateau mes invités. À ma droite, il y a M. Kofi Ametepe, il est journaliste et il a été conseiller du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. À sa droite, M. Pascal Zaïda, qui a été président du CED, le cadre d'expression démocratique en face de lui, M. Frédéric Zungrana, président du MSS, Mouvement Soyons Sérieux, et enfin M. Adama Nikemba. Il a été chargé de mission au CNT. Merci encore, monsieur, d'avoir répondu présent. C'est la fin de ce débat de la semaine. On vous donne rendez-vous pour d'autres thèmes sur Burkina Info.